Le monde a toujours été fasciné par la richesse. C'est ce ticket d'or, ce rêve qui nous pousse tous à avancer. Mais comment l'élite y parvient-elle vraiment? Se pourrait-il qu'ils sachent quelque chose que nous ignorons? Beaucoup pensent qu'il s'agit d'avoir une idée unique ou d'être au bon endroit au bon moment. Parfois, il s'agit de connaître les bonnes personnes, mais souvent c'est simplement une question de maîtriser des techniques que les autres ne connaissent pas. Les fonds de recherche ne sont pas largement connus du grand public, pourtant des hordes de diplômés ambitieux les utilisent pour gagner des millions. Que sont exactement les fonds de recherche et comment pouvez-vous en créer un? Est-ce le Saint Graal pour gagner des millions avec peu d'expérience et de travail, ou bien l'opportunité est-elle déjà passée et il existe de meilleures options? Il y a le monde normal et puis il y a le monde des grands performeurs et dans ce monde-là, il y a un terme qui a été prononcé d'innombrables fois ces dernières années, surtout quand il s'agit de décrocher le jackpot et de prendre enfin son indépendance vis-à-vis de ton père qui paie encore tes virées shopping chez l'Europiana. Fonds de recherche. Dans un fonds de recherche, un entrepreneur en herbe, appelé gestionnaire du fonds, lève des capitaux auprès d'investisseurs pour acquérir une entreprise existante. Mais comment exactement ces jeunes cadres ambitieux parviennent-ils à décrocher le pactole? Le processus du fonds de recherche comprend 4 étapes principales. D'abord, l'entrepreneur lève des fonds auprès d'investisseurs pour acquérir une entreprise existante. Ensuite, lors de la deuxième phase, la phase de recherche, il ou elle définit ce qu'il recherche, quel type d'entreprise, quel secteur d'activité, afin de vraiment restreindre la liste des entreprises dans lesquelles il pourrait vouloir investir. À la troisième étape, lors de la diligence, il pense « J'ai trouvé une entreprise intéressante », puis analyse en profondeur pour déceler d'éventuels problèmes. Vous avez ensuite la phase de négociation, évidemment autour de l'acquisition de cette entreprise, la fixation d'un prix avec le propriétaire de l'entreprise, puis l'acquisition proprement dite de la société. Et puis dans la quatrième phase, le gestionnaire du search fund, ou l'entrepreneur, passe vraiment un rôle de président-directeur général et commence à diriger l'entreprise. Espérons aussi qu'il commence à rendre progressivement le capital aux investisseurs. Le secteur des search funds a connu une croissance considérable ces dernières années. Elle a été causée par de nombreux facteurs, notamment le vieillissement de la population. De plus en plus de propriétaires d'entreprises partent à la retraite, offrant une opportunité idéale aux entrepreneurs en search fund. En conséquence, le nombre de search funds de grande taille, de type institutionnel, est passé de 20 en 2013 à 100 en 2023, avec des milliards de croissance d'une année sur l'autre. Des évolutions réglementaires apparaissent aussi, surtout en Occident. De nombreux gouvernements réalisant maintenant « D'accord, nous avons vraiment un problème de succession. Nous avons beaucoup de petites entreprises et nous ne pouvons pas. Nous manquons de successeurs pour les entrepreneurs actuels. » Les gouvernements font ce qu'ils font le mieux, jeter de l'argent sur le problème. Ils proposent essentiellement des prêts subventionnés, à taux d'intérêt plus bas et avec des conditions moins strictes. Et c'est quelque chose qui ouvre vraiment la porte à plus de personnes pour acquérir des entreprises. Donc ces vents favorables réglementaires dans de nombreux marchés occidentaux aident vraiment l'industrie des fonds de recherche à se développer. L'esprit d'entrepreneuriat est plus fort que jamais. Des boss finaux comme Elon Musk inspirent des milliers de personnes ambitieuses à créer leur propre entreprise. Le modèle Search Fund offre une opportunité unique de se lancer, de construire pour soi-même et d'avoir un potentiel de gain illimité. Cela attire de plus en plus de personnes et alimente la croissance. Vous pouvez donc me remercier, ainsi que d'autres youtubeurs. Un autre point à souligner est aussi la disponibilité croissante de l'information. Évidemment, nous avons cette conversation aujourd'hui, ce qui n'aurait peut-être pas eu lieu il y a 5 ou 10 ans. Il y a beaucoup d'informations sur des chaînes comme YouTube. Si vous faites une recherche sur Google, il y a énormément d'informations sur le fonctionnement des search funds et en fait beaucoup de ressources pour aider les gens à concrétiser ce projet et à le réaliser. Il y a donc vraiment de nombreux facteurs, que ce soit en termes d'environnement réglementaire, mais aussi un changement de mentalité chez les gens qui favorisent cette croissance des search funds. Les sociétés de recherche et les search funds illustre l'intérêt grandissant des mégalomaniaques souhaitant marquer le monde, bâtir leur héritage et gagner beaucoup d'argent. Le succès des search funds a prouvé la viabilité du modèle et incité d'autres à suivre. Mais comment lance-t-on son propre search fund? Prendre le temps de déterminer ce que vous voulez est la première étape importante. Une fois que vous avez fait cela et que vous êtes arrivé à la conclusion que oui,
Un search fund pourrait être quelque chose qui vous intéresse. Il s'agit vraiment de sortir et de construire votre réseau. Parce que, rappelez-vous, vous avez besoin d'investisseurs. Ou au moins de réfléchir au financement. Comment financer cette acquisition? Sortez, élargissez votre réseau. Mais construire votre réseau est plus facile à dire qu'à faire si vous ne venez pas de la bourgeoisie. Si vous êtes allé à l'université, par exemple, un excellent point de départ est d'aller aux événements des anciens élèves. Contactez votre réseau d'anciens élèves. Il est toujours plus facile de se connecter avec des personnes qui, en quelque sorte, ont suivi le même parcours que vous, parce qu'il est plus facile de créer un lien avec ces personnes. Mais il existe aussi de nombreuses autres opportunités. Vous pouvez aller à des salons professionnels où il y a de nombreux chefs d'entreprise. Donc, si vous parlez à des chefs d'entreprise, et il y aura aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui partent à la retraite, c'est donc déjà une façon de trouver des entreprises. Mais si vous parlez à ces personnes et que vous leur dites « Écoutez, je veux vraiment diriger ma propre entreprise, posséder une société », c'est quelque chose qui va leur parler. Donc, construire votre réseau, vraiment vous entourer de personnes qui non seulement pourraient financer votre projet, mais aussi vous donner des conseils, c'est vraiment important. Mais tout cela est inutile si vous ne pensez pas à l'élément le plus crucial du processus de fonds de recherche. Habituellement, les fonds de recherche lèvent des capitaux auprès d'investisseurs. Mais ce n'est plus systématique aujourd'hui. Comme mentionné, de nombreux gouvernements soutiennent désormais les entrepreneurs avec des prêts bon marché, moins restrictifs et exigeant moins d'engagement. De plus, les vendeurs d'entreprises acceptent davantage des structures de transactions alternatives. Aujourd'hui, on peut s'éloigner du modèle classique de fonds de recherche pour acquérir des entreprises avec peu ou aucun apport personnel. C'est grâce à un concept appelé financement par le vendeur qui est essentiellement ce que son nom indique, c'est le vendeur qui finance l'acquisition, en quelque sorte. Donc, c'est essentiellement lorsque le vendeur de l'entreprise vous accorde un prêt pour acquérir son entreprise. Et une fois que vous ne traitez plus avec une banque, vous êtes totalement libre de négocier les conditions. C'est aussi quelque chose de très important à garder à l'esprit. Le prix n'est pas tout. Le prix est important, mais ce qui est encore plus important, ce sont les conditions auxquelles vous achetez une entreprise. Et même si vous n'arrivez pas à obtenir un financement du vendeur, il y a de l'espoir. Exemple simple, une personne intéressée par acheter une entreprise de plomberie. Si vous dites à une banque, nous avons une entreprise de plomberie traditionnelle, et elle génère entre 2, 3, 400 000 de bénéfices chaque année depuis 10 ans. Les banques accorderont plus facilement un prêt à ce type d'entreprise car elle a déjà fait ses preuves. Elles savent que ce secteur aura toujours de la demande. Donc, d'une certaine manière, le fait que les search funds recherchent généralement dans des secteurs plus traditionnels et classiques peut aussi être un avantage du point de vue du financement. Malheureusement, il y a aussi de nombreux défis liés au hedge fund. Est-ce vraiment aussi simple que ça? Que vous regardiez votre gourou vendre sur YouTube ou que vous vous intéressiez au search fund, la réponse est non. Gérer un search fund est loin d'être facile. C'est presque aussi difficile que de gérer plusieurs chaînes YouTube. Le secteur devient de plus en plus encombré et même si l'idée semble prometteuse sur le papier, la réalité est bien plus complexe. Alors, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce difficile? Sur une échelle de 1 à 10, je dirais environ 8. Ce n'est vraiment pas facile parce que si tu y réfléchis, c'est vraiment complexe et il faut beaucoup de compétences différentes. Il faut avant tout convaincre les investisseurs ou penser au financement, ce qui requiert des compétences interpersonnelles. Il faut comprendre pourquoi une entreprise réussit ou échoue, savoir les évaluer, identifier les gagnantes et les acheter au bon moment. Donc il faut aussi être capable de négocier de la bonne manière. Et enfin, Titou, il faut aussi passer à ce rôle de président-directeur général, commencer à gérer l'entreprise et vraiment en faire un succès. Maintenant, évidemment, il y a aussi de bonnes nouvelles. Pour toute personne qui a un niveau de patrimoine acceptable, vous ne faites pas ces choses vous-même. La bonne nouvelle, c'est qu'avec de bons conseillers, vous n'êtes pas seul. Vous trouvez les bons conseillers qui vous accompagnent et aident à chaque étape du processus. Les fonds de recherche offrent une voie unique aux entrepreneurs pour trouver, acheter et gérer leur propre entreprise. L'idée principale est simple, lever des fonds, identifier une entreprise détenue par quelqu'un qui souhaite prendre sa retraite, l'acheter à un prix raisonnable et l'exploiter de manière rentable. Cela a gagné en popularité, en particulier parmi les diplômés de la NBA qui cherchent une voie plus rapide vers le poste de président-directeur général. Cela crée des problèmes. De jeunes diplômés avec à peine d'expérience se voient confier d'énormes valorisations et responsabilités. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Confier des projets complexes à une personne moins expérimentée peut entraîner des erreurs qu'un entrepreneur chevronné aurait évitées. Dans le pire des cas, l'entreprise peut faire faillite
impactant l'entrepreneur, les employés et les investisseurs. Évidemment, ce n'est pas ce que vous dites aux personnes auprès desquelles vous levez des fonds. Ce serait stupide. Une personne moins expérimentée rejoignant une entreprise est généralement très ouverte d'esprit. Pour les entrepreneurs de fonds, l'essentiel est d'être ouverts aux questions et de s'entourer des bons conseillers. Donc, même s'il peut y avoir des conséquences, comme des entreprises qui font faillite, si vous vous lancez dans une aventure de fonds de recherche avec le bon état d'esprit et les bons conseillers, je pense que vous pouvez vraiment surmonter ces défis et vous n'avez pas à avoir vraiment peur des conséquences. Les fonds de recherche sont-ils vraiment une mine d'or ou une simple mode passagère? Que révèlent les chiffres officiels? Malgré des investissements importants soutenant les fonds de recherche, près de 800 millions rien qu'en 2020 et 2021 et un taux de rendement interne moyen pour tous les investissements dans les fonds de recherche de 1986 à 2021 dépassant les 30%, la réalité reste difficile. Un fonds de recherche sur 3 n'a pas réussi à réaliser sa première acquisition en 2 ans et environ 50% d'entre eux n'ont généré aucun rendement au cours de leur existence. Le manque de croissance sectorielle, la complexité des opérations et de faibles marges brutes sont quelques-uns des facteurs qui affectent les gestionnaires de fonds de recherche vulnérables et leurs investisseurs. En gardant cela à l'esprit, à quoi ressemblent réellement les rendements dans l'industrie des fonds de recherche? Une étude intéressante de l'université Stanford, où les fonds de recherche sont apparus dans les années 1980, a examiné plus de 520 fonds de recherche. Ils ont découvert un taux de rendement interne moyen supérieur à 35% et un rendement cash on cash avant impôt plus de 5 fois supérieur. Donc c'est évidemment très intéressant. Ce que cela signifie, c'est que si vous êtes un investisseur et que vous investissez 100 000 dans un fonds de recherche, vous pouvez vous attendre à récupérer 500 000 après environ 5 ans en moyenne. Donc vous pouvez voir que le risque accru s'accompagne également de rendements intéressants. À ce stade, la plupart des spectateurs capitalistes sont déjà très enthousiastes, comme des investisseurs moyens publiant des mèmes. Alors, pour commencer, quelles sont les entreprises les plus attractives pour les search funds? Donc en ce qui concerne le multiple, cela dépend vraiment du secteur que vous examinez. Et si vous pensez à classer les secteurs qui pourraient être attractifs à intégrer et ceux qui pourraient l'être moins, cela revient vraiment à réfléchir aux entreprises qui sont stables et qui génèrent des flux de trésorerie fiables. Peut-être des entreprises qui répondent à des besoins récurrents des clients, donc tout ce qui concerne la maintenance par exemple. Donc si vous pensez que vous avez un système de chauffage chez vous qui nécessite un entretien régulier, alors achetez une entreprise de plomberie ou une entreprise d'artisans qui s'occupe des systèmes de chauffage. Ces entreprises ont généralement des flux de trésorerie très prévisibles et stables, ce qui réduit considérablement le risque pour l'entrepreneur. Elles ont généralement une clientèle très bien établie qui revient chaque année. Ce n'est pas forcément une question de secteur. C'est pareil pour les entreprises de logiciels. Un ERP bien conçu, au cœur de l'activité, rend le changement très difficile pour les clients. Il faut donc identifier les entreprises au flux de trésorerie stable. Et combien devriez-vous payer pour ces entreprises? Donc avec les entreprises de logiciels, on observe généralement des taux de croissance très élevés, ce qui s'accompagne de multiples très élevés. Donc vous pourriez payer 8 à 10 fois l'earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Ensuite, si vous regardez les entreprises de services, elles se négocient autour de 6 à 8 fois. Et puis enfin, si vous regardez les entreprises vraiment anciennes et stables d'artisans, d'entretien de plomberie, cela dépend de la région, mais vous pouvez les obtenir pour aussi peu que 2 à 4 ou 5 fois le earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Nous savons que les affaires sont un marathon, pas un sprint, mais qui a le plus de chances de gagner cette course? Le capital investissement ou les fonds de recherche? Ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, mais il y aura un gagnant. Je pense que le capital investissement a évidemment une grande longueur d'avance, avec des entités très bien établies, bien financées, bien connectées et disposant d'énormément de capitaux. Soyons honnêtes, les fonds de capital investissement disposent actuellement de beaucoup de liquidités et peuvent payer des prix et des multiples plus élevés. L'avantage des search funds est d'avoir un entrepreneur dédié, prêt à s'investir pleinement dans l'entreprise, à la diriger et à la réussir, donc personnellement très impliqué. Il est difficile de juger la réussite, mais je pense que les deux modèles ont leur place. Et je pense que les search funds ont en fait un avantage dans de très nombreuses situations. Ces dernières années, plus d'1 milliard a été investi dans les search funds à l'échelle mondiale. Cela a changé la dynamique du marché et intensifié la concurrence. Est-il déjà trop tard pour lancer un search fund? Oui, bonne question. Je pense que, comme tu l'as dit, surtout juste après le Covid, avec l'assouplissement quantitatif, il y avait tellement d'argent sur le marché.
Et je me souviens de cette phrase qui circulait, le cash, c'est de la merde. Donc tout le monde s'empressait de se débarrasser de son cash en l'investissant dans des entreprises, peu importe qu'elles soient rentables ou non. Évidemment, au cours des 2 dernières années, cela a beaucoup changé. Les taux d'intérêt ont augmenté, les banques sont plus restrictives, et la baisse de liquidité a freiné l'appétit pour les acquisitions dans une certaine mesure. Néanmoins, il y a des évolutions à l'horizon qui garantissent que les fonds de recherche restent attractifs. De nombreux propriétaires d'entreprises partiront bientôt à la retraite, donc plusieurs entreprises seront à vendre. Quand il y en a beaucoup à vendre, soit que se passe-t-il? Soit il y a assez d'acheteurs, soit les multiples baissent, donc l'offre et la demande finiront par s'équilibrer. Vous pensez toujours que l'industrie des fonds de recherche va continuer à croître et devenir plus importante. Cela ne veut pas dire que les valorisations resteront à leur niveau actuel. Ils pourraient monter ou baisser, mais selon moi, la demande d'acquisition d'entreprises existantes continuera de croître.